Alors bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur le chapitre 5. Donc dans la capsule qui suit, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à peu près la moitié de ce qui reste dans le chapitre 5 parce que je veux faire deux capsules un petit peu plus courtes pour vraiment terminer le chapitre 5. Donc qu'est-ce que je vous ai laissé la dernière fois, c'est l'exercice 3, donc dans lequel je demandais de me dessiner le mécanisme de l'addition de Cl2 sur la molécule de E pente 2N. Donc, je veux vraiment la double liaison de façon E et de me montrer toutes les possibilités d'attaque, ça veut dire la production des énantiomères qu'on va avoir lors de la formation de cette réaction-là. Alors, je vous montre la réponse. Évidemment, lorsque vous allez dessiner le mécanisme, il y a deux façons de dessiner les molécules. Soit que vous pouvez utiliser, par exemple, ce que j'ai montré ici, soit de mettre la double liaison de côté lorsque vous allez montrer votre ion bromonium, mais vous pouvez aussi le laisser de façon sous la forme stylisée. Donc, ces deux méthodes-là sont possibles. Donc, je vais vous les montrer les deux. Donc, il n'y a pas une qui est préférée. C'est vraiment comment vous vous sentez à l'aise avec comment faire votre dessin de mécanisme. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Donc, vous avez ici la première étape qui est de prendre la double liaison, venir réagir avec le chlore ici. D'ensuite, dans la même étape, décrocher l'eau chlore. Puis, il ne faut pas oublier, il y a une troisième flèche qui se fait à partir d'un des doublets du chlore qui a été attaqué par la double liaison pour venir faire un lien avec un des deux carbones de la double liaison, celui que vous désirez. Donc, pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec un cycle où le chlore est lié avec les deux carbones. Donc là, ici en haut, je l'ai représenté de façon comme couché, ça veut dire, puisque la double liaison, ok, je l'ai couché d'une certaine manière pour avoir, par exemple, la chaîne de carbone qui est ici, qui est vers l'avant, ça veut dire que puisque c'est E, les deux chaînes de chaque côté de la double liaison sont opposés. Okay? Donc, les groupements, le CH3 qui est ici et le CH2, CH3 qui sont ici, sont opposés dans la double liaison. Donc, lorsque je forme mon ion chloronium ici, ben, il faut qu'il soit opposé. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai mis le CH2, CH3 en avant, puis le CH3 en arrière. Ou vous auriez pu faire l'inverse, mettre le CH2, CH3 en arrière, puis le CH3 en avant. En autant qu'il soit opposé, c'est ça qui est important. Vous allez quand même obtenir les deux énantiomères correctement à la fin. Donc, soit vous le dessinez comme ceci, donc couché comme ça, ou encore, si vous préférez, vous pouvez le laisser sous la forme stylisée normale, comme ceci, donc la chaîne de carbone reste dans le plan, et c'est plutôt le chlore qui va être soit à l'avant ou à l'arrière. Donc vous pouvez l'utiliser soit les deux liens qui sont ici vers l'avant, donc formez votre ion chloronium, mais où le chlore est vers l'avant de la molécule, ou encore en utilisant les liens vers l'arrière pour montrer que le chlore est à l'arrière de la chaîne de carbone. Dans les deux cas, ça fonctionne. Donc, c'est comme vous préférez ici. Les deux existent en réalité. Donc, il y a les deux ions chloronium qui peuvent être obtenus. Mais dans le cas qui est ici, puisqu'on prend un autre chlore qui va venir ouvrir l'ion chloronium, que le chlore soit à l'avant ou à l'arrière, ça ne fait pas de différence. Ça va faire une différence plus tard. Je vais vous montrer des exemples de ça par la suite. Alors, si je reviens en haut, la deuxième étape, c'est d'ouvrir l'ion chloronium. Donc, c'est ce que je vous montre dans les deux façons possibles. Soit que vous le faites ici, comme ça, sur la molécule, comme je vous dis, qui est de côté. Donc, ici, le chlore peut attaquer soit sur le carbone de droite ou le carbone de gauche de l'ion chloronium. Puis, lorsqu'on attaque, c'est qu'on va venir défaire la liaison que le chlore a avec le carbone en question. Donc, le chlore qui est ici doit attaquer à l'opposé d'où est-ce que le chlore est positionné sur l'ion chloronium. C'est-à-dire que le chlore, présentement, il est sur le dessus. Donc, l'autre chlore doit attaquer par le dessous. Okay? Donc, si on fait ça, là, j'ai inversé les deux. Donc, je vais juste mettre la bonne couleur. Donc, ici, ça devrait être rouge, tandis qu'ici, ça devrait être bleu. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le chlore va venir attaquer ici en dessous. Donc, le chlore qui est en haut est décroché de ce carbone-là. Donc, il va être accroché seulement sur celui-ci.
Tandis que le chlore, quand il attaque de l'autre côté, c'est l'inverse qui se passe. Donc, le chlore va venir attaquer ici, en dessous du côté droit. Et c'est le côté gauche, c'est le chlore qui est resté en haut, qui était toujours déjà accroché, parce que c'était lui qui avait formé l'ion chloronium dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que je vais avoir un énantiomère, puis l'autre à 50% chacun. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un mélange racémique des deux énantiomères, parce qu'on les a en même quantité, en quantité égale. Donc ici, ce que j'ai fait, qui n'était pas demandé dans la question, c'est que j'ai mis les lettres pour les deux carbones chiral qui sont présents dans votre molécule. Donc vous avez un carbone chiral qui est présenté ici, donc qui est formé lors de la réaction parce qu'on a ajouté un chlore sur le carbone qui est ici, qui avait la double liaison au départ. Puis on peut bien voir que le chlore est opposé à l'autre chlore. Donc ça, c'est une addition qui est anti. Ils sont opposés l'un à l'autre. Donc on le voit bien ici. Donc ce carbone-là, si on regarde si c'est R ou c'est S, vous allez obtenir comme quoi c'est S. Pourquoi? Parce que vous avez 1, le 2, le 3. Vu que le 3 est à l'arrière puis le 4 est à l'avant, on doit faire un switch. Donc quand je fais 1, 2, 3, en réalité, je fais un switch, donc je tourne dans l'autre sens, donc c'est S. Tandis que pour l'autre carbone, c'est R, parce que c'est 1, 2 et 3. Donc, puisque le 4 est à l'arrière, c'est correct, donc je tourne dans le bon sens, donc c'est R. Donc j'ai le SR, ça veut dire que l'autre molécule va être le RS. Donc que vous les dessinez comme ceci, ou encore, c'est équivalent de le faire comme ça ici. Donc lorsque j'ouvre, lorsque j'ai dessiné la molécule comme ça, le chlore était vers l'avant, ça veut dire que l'autre chlore, le Cl- doit attaquer vers l'arrière. Donc là, je vais me retrouver avec le chlore à l'arrière, puis l'autre qui était resté accroché, qui était utilisé durant l'ion chloronium, puisque c'est lui qui est resté accroché ici en avant, il va rester en avant. Donc je vais avoir chlore en arrière, chlore en avant, et l'inverse ici, chlore en avant, chlore en arrière, pour avoir les deux énantiomères, toujours mélange 50-50. Donc vous pouvez voir que les molécules sont dessinées soit comme ça, ou ici comme ça, c'est exactement la même molécule, sauf dessinée légèrement différemment, mais les deux seraient acceptés. Donc c'est vraiment comme vous préférez lorsque vous allez dessiner votre mécanisme au complet. Donc ça, c'était pour l'exercice 3. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que cette réaction-là de Cl2 ou de Br2 qui sont ajoutés sur une double liaison, ça fonctionne bien lorsque j'utilise un solvant qui est non réactif. Mais il est aussi possible d'utiliser des solvants qui sont réactifs. Ça veut dire qu'ils vont venir et être introduits dans le mécanisme de la réaction. Donc, deux possibilités. Vous allez avoir, donc, ce que nous, on a appris, c'est avec un solvant qui est non réactif. Donc, par exemple, le CCl4, c'est un solvant qui est non réactif. L'autre option, c'est que je ne mets pas de solvant dans la réaction, donc je ne l'inclus pas sur la flèche de la réaction. Ça veut dire qu'on va utiliser un solvant qui est non réactif. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas, c'est parce qu'on n'a pas à s'en faire sur c'est quoi qu'il y a comme solvant. Donc, dans le cas où on utilise un solvant qui est non réactif, puis que je mets Br2 ou Cl2, ce qui va arriver, c'est que mes Br vont s'ajouter sur ma double liaison, comme je l'ai présenté. Donc, un Br sur un carbone, l'autre Br sur l'autre carbone de la double liaison, de façon anti, comme on a vu précédemment. Donc, pas de différence avec ce que je vous ai présenté. Maintenant, si j'utilise un solvant de type alcool ou de l'eau, donc un solvant qui contient un OH, cette portion-là, c'est ce qui va venir intervenir lors du mécanisme, puis changer le produit qui va être attendu. Donc, si je mets Br2 ou Cl2 avec un alcool, ou Br2 ou Cl2 avec de l'eau, je vais obtenir des produits qui sont différents de ce qu'on s'attendrait avec du Br2 ou du Cl2 dans un solvant non réactif. La différence, c'est quoi? C'est que on va avoir un premier Br qui va venir réagir sur la double liaison, comme on s'attend. Donc, un premier Br qui va former, par exemple, un ion bromonium. Mais par la suite, l'ion bromonium, il ne va pas être ouvert par un autre Br. C'est plutôt le solvant, qui est vraiment en grande quantité, qui va venir réagir et se positionner sur l'autre carbone en ouvrant le bromonium. Donc, on va se retrouver avec le Br et le OR qui vont être anti,
comme lorsqu'on avait avec les deux BR qui étaient anti, mais cette fois-ci, le deuxième BR, c'est pas lui qui va être impliqué dans la réaction, ça va être plutôt l'alcool. Donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec un OR, donc, qui va être accroché. Tandis que pour l'eau, c'est un peu la même chose, sauf au lieu d'être OR, ça va être OH. Donc, on va avoir BR sur un carbone et OH sur l'autre carbone. Maintenant, il y a une petite chose que je veux vous spécifier par rapport à cette réaction, à ce type de réaction-là, dans un solvant qui est réactif, c'est que lorsqu'on fait la réaction, normalement, lorsqu'on ajoute 2 BR, ça n'a pas vraiment d'importance comment on fait notre bromonium. Donc, on peut le faire vers l'avant ou vers l'arrière, ça n'a pas d'importance. Puis, ça n'a pas d'importance où est-ce que l'autre BR va attaquer. Parce qu'on va ouvrir soit d'un côté ou de l'autre, puis on va se retrouver avec la même chose sur chaque carbone de toute façon. Dans le cas où on a un BR qui va former notre bromonium, puis qu'on a une autre molécule différente, donc un alcool ou de l'eau qui vient ouvrir le bromonium, à ce moment-là, c'est pas la même chose qu'on ajoute sur les deux carbones. Et là, ça va être très très important de faire attention à qu'est-ce qui est préféré. Donc, je vais vous spécifier que lors de l'addition de X2 dans l'eau ou dans un alcool, l'intermédiaire, donc le bromonium ou le chloronium, sera ouvert par la molécule d'eau, par la molécule d'alcool. Donc, c'est vraiment l'eau ou l'alcool qui vient ouvrir, donc qui vient faire la deuxième étape. Donc, plutôt que ça soit BR- ou Cl-, c'est l'alcool ou l'eau qui vient ouvrir. La molécule d'eau ou la molécule d'alcool va toujours préférer réagir sur le carbone le plus substitué parmi les deux carbones du bromonium ou du chloronium. Qu'est-ce que ça veut dire le plus substitué? Ça veut dire qu'il y a le plus de liens, donc le plus grand nombre de carbones directement liés à ce dernier. Ça veut dire, si vous avez un carbone qui est lié à 2 autres carbones ou à 3 autres carbones, ça va être préféré pour que la molécule d'eau attaque directement sur celui-là. Et ça, c'est de façon majoritaire. Ça veut dire que pratiquement à près de 100%, 99% du temps, la molécule d'eau, la molécule d'alcool va attaquer sur le carbone qui est de l'ion bromonium qui a le plus de liens avec d'autres carbones. Tandis que l'autre carbone, lui, sera pratiquement pas attaqué, donc ne sera jamais ouvert. Par contre, il faut quand même obtenir la production des deux énantiomères lors de ces réactions-là. Que ça soit avec BR2 ou Cl2 dans un solvant non réactif, donc CCl4 ou si je ne le spécifie pas, ou encore que ça soit BR2 ou Cl2 dans un solvant comme l'eau ou comme un alcool, il faut toujours que la réaction se fasse de façon avec une addition anti pour obtenir les deux énantiomères. Comment on obtient les deux énantiomères? C'est qu'en fait, il va falloir considérer dans ces cas-là que le premier BR, lorsqu'on forme votre bromonium ou votre chloronium, le bromonium ou le chloronium peuvent être soit vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, si je viens ouvrir votre molécule d'eau, ok, je vais faire une molécule d'eau rapidement juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il préfère, ou votre molécule d'alcool, va toujours préférer venir ouvrir le bromonium ou le chloronium, donc tout dépendamment si c'est un brome ou c'est un chlore, toujours ici sur le carbone qui est le plus substitué. Donc ici, j'ai le choix entre ce carbone-là ou celui-là du bromonium pour faire l'ouverture, mais je vais préférer toujours celui-là. Pourquoi? Parce que lui est lié avec 2 carbones, tandis que l'autre, il est lié à seulement un carbone. Donc, quand je vais ouvrir, à ce moment-là, je vais me retrouver avec un premier produit, mais la réaction pourrait se faire aussi avec l'autre brome. Il n'y a pas de préférence. Oups, je vais juste le faire la flèche un petit peu moins arquée. Donc, il n'y a pas de préférence exacte avec si le brome du bromonium doit être vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, il y a les deux à 50-50. Donc, c'est pour ça qu'on va obtenir les deux produits. Normalement, c'est ça qu'on devrait faire aussi avec lorsque c'est BR- qui vient ouvrir le bromonium. On devrait normalement faire ça aussi, mais
une façon contournée d'arriver au même résultat, c'est de passer par le fait que le BR peut attaquer les deux. Puis étant donné que c'est 2 fois BR, ben ça fait pas de différence. Mais dans le cas où on attaque avec de l'eau ou avec un alcool, puisque ça va pas être 2 BR qui vont être sur la molécule, mais bien des groupements différents, ben à ce moment-là, il faut faire attention lors de l'ouverture, lors de la deuxième étape. Donc ça, c'était votre deuxième étape. Puis à la fin, ben, il y a une troisième étape pour obtenir, qui est une déprotonation, pour obtenir vos produits comme indiqué ici ou ici. Là, j'ai mis R1, R2, R3, R4, mais là, ça peut être des chaînes de carbone ou des hydrogènes ou quoi que ce soit. OK? C'est juste pour vous dire que ça peut être quelque chose de varié autour de la double liaison de l'alcène. Donc ça, c'était une des particularités avec la réaction de BR2 ou de Cl2, c'est qu'on peut la faire dans un solvant, puis ça va changer un petit peu qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin. Évidemment, selon ce qu'on a besoin, si vous avez juste besoin d'ajouter 2BR, vous allez faire dans un solvant non réactif, ou encore vous allez juste pas spécifier le solvant, puis je considère que c'est un solvant non réactif que vous désirez utiliser. Sinon, il faut faire attention, il faut le spécifier si on veut utiliser de l'eau ou un alcool. Maintenant, la dernière portion de ce chapitre va porter sur la stéréochimie, puis on va terminer avec les réactions sur les alcènes. Donc, les réactions sur les alcènes, vous allez voir, les deux réactions qu'on va voir sont vraiment très, 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 très similaires avec ceux qu'on a vus sur les alcènes. Donc ça ne devrait pas être une surprise. Par contre, la stéréochimie, c'est quelque chose que j'ai commencé à vous parler beaucoup, surtout lorsque là, j'ai présenté la réaction avec le BR2 ou le Cl2, donc avec X2. Pourquoi? Parce que la 3 dimensions est vraiment très très importante lorsqu'on fait des réactions sur des molécules, parce qu'il y a certaines molécules où la 3D va être très très différente, puis donner des propriétés très très différentes. Donc vous pouvez avoir un médicament ou un poison selon juste la 3D d'une molécule. Puis ça, on a vu ça dans le chapitre 3. Donc si jamais, lors d'une réaction, vous pouvez avoir des produits qui peuvent exister sous 2 formes stéréoisomériques, ça veut dire 2 stéréoisomères, donc par exemple 2 énantiomères ou 2 diastéréoisomères ou plus. La réaction, il faut toujours se demander, est-ce qu'elle donne seulement un seul stéréoisomère ou est-ce que toutes les possibilités peuvent exister? Donc ça va être une chose qu'il va falloir faire très 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 attention. Une fois que vous allez avoir compris c'est quoi, comment votre réaction fonctionne, donc les différentes étapes, il faut aussi considérer la 3 dimensions. Donc dans les réactions qu'on a vues jusqu'à maintenant, il y a 2 types de réactions avec les additions électrophiles. On a vu les réactions électrophiles sur des alcènes avec HX, avec de l'eau en milieu acide et l'alcool en milieu acide. Donc ces 3-là réagissent pas mal tous de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va faire la réaction, puisqu'on va passer par un carbocation, à ce moment-là, on va toujours obtenir un mélange racémique à la fin, parce que le carbocation, je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est sp2, donc qui est triangulaire planaire, donc ça veut dire qu'il est plat. Donc à plat, ben, lorsque le BR- ou le Cl- ou la molécule d'eau peut attaquer soit en avant ou en arrière. Donc les deux possibilités. Donc ça va nous donner toujours un mélange racémique. On a vu aussi la même chose avec X2. Donc BR2 ou Cl2 qui réagit avec un alcène, ça nous donne aussi un mélange racémique. Je vais vous montrer un petit peu en détail. Puis je vais vous montrer un petit peu dans la dernière capsule comment ça peut influencer aussi le choix de notre alcène. Donc tantôt, avec l'exercice que j'ai fait avec vous, on a utilisé le E pour l'alcène. Ben, ça va être très très important de voir c'est quoi la différence avec si j'utilise le Z. Donc, ce qui va être important, c'est de considérer justement que lorsqu'on fait des réactions d'addition, ça va toujours être un mélange racémique. Je vous rappelle, un mélange racémique, c'est lorsqu'on a les quantités égales de 2 énantiomères, donc autant de composés A que de composés S, ou si vous avez plus qu'un carbone chiral, ben, autant de RR que de SS, ou RS et SR. Évidemment, faites attention aux composés méso. Donc, lorsqu'on a la réaction, par exemple, de HX, mais ça ici, c'est valable aussi pour l'eau dans le milieu acide ou alcool en milieu acide. Ces 3-là fonctionnent de la même façon. Donc, je vais vous montrer le mécanisme avec HX, avec un HBr, mais c'est valable pour les autres.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la première étape, elle va former notre carbocation. Donc, la première étape, vous faites de la double liaison. La double liaison, il n'y a pas de carbone chiral présentement. Fait qu'il n'y a pas à s'en faire. Vous partez avec cette double-là. Vous allez chercher le H. Vous libérez votre BR. Donc, c'est la même étape qu'on a vue pour les HX depuis le début. Ça nous crée un carbocation. Là, le carbocation, je l'ai dessiné comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le dessiner comme ça. Vous auriez pu le dessiner de façon à plat. Donc, ici, je vais juste revenir, juste pour vous montrer. Vous auriez pu le dessiner là, ici, comme ça, en stylisé. Donc, le garder en stylisé ici. Plutôt comme ça. J'ai pas ça ici. Donc, mon carbocation, il va être placé ici, comme ça. Donc, j'ai pris ce carbocation-là, que vous avez là, puis je l'ai mis de côté là, dans la présentation ici. OK, mais c'est la même chose. Là, le groupement, là, CH2, est ici. Ça, c'est le C2H5. Ça, c'est le groupement CH3. Mais c'est la même chose que qu'est-ce que je vous présente, mais vous n'êtes pas obligé là, de le dessiner de côté comme j'ai fait ici. Vous pouvez le dessiner en stylisé comme cela, il n'y a pas de problème. Ça revient au même. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est juste que le carbocation, il est plat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez prendre votre BR-, il y a deux possibilités. Le BR- peut attaquer par en haut ou par en bas sur la carbocation. Donc, il y a deux possibilités d'attaque. Donc, BR- ici ou attaquer par en bas. Puis là, je devrais partir toujours de doublet libre. Là, je ne l'ai pas fait pour ici, mais toujours partir de doublet libre. Donc, je vais juste vous les ajouter. Vous pouvez les ajouter sur vos notes de cours à vous. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne soit le BR vient s'installer ici en haut, OK, comme ça, ou encore s'installe en bas, comme ça, ici. Puis il pousse le H et le CH3 soit vers le bas, s'il s'installe en haut, ou vers le haut, s'il s'installe en bas. Donc le groupement C2H5, je l'ai gardé toujours du même côté. Si vous le faites sur la forme stylisée comme ça, ben le BR peut attaquer soit en avant ou en arrière. Donc vous allez vous retrouver avec le BR en avant ou le BR en arrière, qui sont les deux énantiomères. Donc je me retrouve avec un énantiomère puis l'autre. Puis là, on peut vérifier c'est lequel qui est lequel. Ben, il y en a un qui est A, l'autre est S. Donc, on va avoir un mélange des deux énantiomères. Donc, les deux faces d'attaque sont équivalentes. Il n'y en a pas une qui est préférée. Hein, c'est plat. Donc, il n'y a rien qui bloque d'un bord par rapport à un autre. Donc, on peut attaquer d'un bord ou de l'autre. Donc ici, on a un mélange 50-50 des deux énantiomères qui est un mélange racémique. Donc ça, c'est la même chose pour l'addition d'eau sur les alcènes ou l'addition d'alcool sur les alcènes. Donc pour l'exercice 4, ce que je vais vous montrer, c'est que la réaction qu'on vient de voir, on va le faire maintenant la même chose, mais avec l'addition de HBr. Donc je veux vous pratiquer un petit peu voir la 3 dimensions, mais en partant de la molécule du E 3-méthyl-X2N, puis je veux avoir la stéréochimie des deux énantiomères générés lors de la formation du produit majoritaire seulement. Donc ça veut dire que je ne veux pas avoir les produits minoritaires. Je veux juste les produits majoritaires. Puis le produit majoritaire, ben, vous allez voir qu'il va être formé en deux énantiomères. Donc je veux avoir le dessin des deux énantiomères, puis comment vous êtes arrivé aux deux énantiomères. Vous avez ici les exercices du cahier bleu pour l'atelier 5, donc ceux que je recommande. Dans ces exercices-là, vous pouvez compléter pas mal toute la liste. Évidemment, si vous voyez des exercices sur des alcynes, pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment les faire parce que je ne les ai pas encore présentés, mais vous pouvez quand même essayer. Mais la dernière capsule du chapitre 5 va porter sur les alcynes. Donc, vous allez pouvoir le faire par la suite. Donc, vous pouvez les mettre de côté pour l'instant si jamais il y en a dans la liste. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il y a comme exercice exactement. Mais sinon, prenez un bon 5 minutes, là, ou maximum 10 minutes. Ça ne devrait pas vous prendre 10 minutes, là, mais prenez à peu près le temps que vous avez besoin pour pouvoir me dessiner le mécanisme réactionnel complet en incluant la 3D. Ça veut dire faites attention pour m'indiquer comment vous allez attaquer votre ion lorsque vous avez votre carbocation.
puis comment il va se placer en 3 dimensions pour former vos deux énantiomères à la fin. Donc, prenez le temps de le faire, mettez la vidéo à pause, puis revenez pour voir la réponse. Alors, je vais vous montrer la réponse que j'ai complétée pour vous. Donc ici, on a la réaction de HBr. La première chose, c'est de dessiner le E3-méthyl-X2N. Donc vous l'avez ici. Si vous l'avez dessiné à l'envers, ça revient au même, là, c'est la même chose. Donc à 180 degrés de rotation, ça revient au même. Si vous l'avez parti dans l'autre sens, là, il y a des gens, des fois, ils sont troublés parce qu'eux, ils l'ont fait comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ils ont mis la double là comme ça, puis le méthyle comme ça. Puis là, ça demande, est-ce que ça, c'est correct? Parce que moi, j'ai dessiné comme ça. Ça, puis ça, c'est exactement la même molécule, sauf flippé à 180, c'est pareil. Ça revient au même. OK? Donc, faites attention quand vous dessinez vos molécules. Si c'est équivalent, c'est acceptable. Si vous hésitez, venez me poser des questions, puis je vais essayer de vous rassurer sur qu'est-ce que vous avez dessiné. Alors, on prend la double liaison, on attaque le H avec les électrons de la double liaison, on décroche le brom, donc le brom va s'en aller comme un Br-, donc l'hydrogène va s'accrocher soit sur le carbone de gauche ou le carbone de droite de la double liaison. Maintenant, lequel des deux est préféré? Mais il faut former le carbocation le plus stable, ça veut dire que j'ai le choix entre un carbocation tertiaire ou un carbocation secondaire. Je préfère tertiaire, donc ça veut dire que l'hydrogène va être sur l'autre, donc sur le carbone qui a déjà le plus grand nombre d'hydrogène. J'additionne plus d'hydrogène. Les carbones qui sont riches en hydrogène s'enrichissent en hydrogène lors des additions. Puis on va voir plus tard qu'il y a une règle comme contraire, les pauvres vont s'appauvrir encore plus. Donc, si un carbone a plus d'hydrogène, on va ajouter les hydrogènes sur ce carbone-là, tandis que l'autre va avoir le carbocation parce que la règle de Markovnikov vous indique que le carbocation le plus stable doit être formé lors de la réaction. Donc ça, c'est la première étape. Formation du carbocation, on forme aussi un Br-. Le Br-, ici, on est dans peut-être de l'eau, mais vraiment très très peu de l'eau. On est dans du HBr très très concentré. On n'a pas spécifié HBr dilué dans beaucoup d'eau. On a dit du HBr. Donc c'est Br- qui va venir attaquer sur le carbocation. Donc deux possibilités. Soit que le Br- attaque vers l'avant ou attaque vers l'arrière. Pourquoi? Parce que le carbocation, je rappelle, c'est sp2. Donc sp2, c'est plat, triangulaire planaire. Donc, vu que c'est plat, j'ai deux possibilités. Je peux attaquer à l'arrière ou à l'avant. Donc ici, j'ai deux possibilités. Soit le Br s'ajoute à l'avant. Quand il s'ajoute à l'avant, il pousse le méthyle à l'arrière. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec Br à l'avant, méthyle à l'arrière. Ou si vous l'avez mis votre lien, là il y a des gens qui vont me demander, ben si j'ai mis le lien vers l'avant, mais à droite, puis le lien vers l'arrière à gauche, est-ce que ça fait une différence? Non, c'est pareil. Donc ça, ou ça, c'est pareil, c'est la même chose, OK? Essayez de les mettre quand même pas trop loin l'une de l'autre. Ou encore, l'autre possibilité, c'est si le Br attaque à l'arrière, donc il s'ajoute à l'arrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser le méthyle vers l'avant. Donc on se retrouve avec celui-là. Donc je me retrouve avec les deux énantiomères, donc le R et le S. Donc là, il faut y vérifier lequel est lequel. Donc si on regarde, Br, la chaîne la plus longue de carbone, la chaîne un petit peu plus courte, puis la plus petite ici qui est le numéro 4. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc je tourne dans le sens S. Puis le 4 est à l'arrière, donc c'est correct. Donc c'est un S, tandis que celui-là va être le R. Donc j'ai le S et le R. Donc j'ai un mélange 50-50, donc un mélange égal des deux énantiomères. Donc c'est un mélange racémique. Donc ça, c'était pour l'exercice 4. Donc ça complète la capsule 3. Je voulais la garder un petit peu plus courte parce que les autres étaient quand même longues. Puis même s'il reste un petit peu de matière dans le chapitre 5, on va pouvoir le couvrir. Puis on va pouvoir aussi couvrir par la suite le chapitre 6 sans trop de problème. Donc d'ici là, faites des exercices. Et on se voit dans la prochaine capsule. Au revoir.